à bâtir le nid, ce qui lui prendra 4 ou 5 jours. C'est une tâche plus compliquée qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'empiler des couches d'herbes et de roseaux. Sous le nid, il y a un mètre d'eau dont le niveau descend lentement. Mais le nid ne flotte pas aussi simplement. Une fois que les oies ont choisi un emplacement, elles commencent d'abord par courber les roseaux les plus vigoureux jusqu'à ce qu'ils se couchent sur la surface de l'eau. Puis, sur ce support, elles construisent un matelas d'au moins 1 mètre de diamètre, composé d'épaisses tiges creuses et de bonnes flottaisons, et d'herbes tendres récupérées alentour. Le nid achevé est semi-flottant, soutenu par les roseaux fermement enracinés dans la boue, à 1 mètre ou plus de profondeur. Sa situation semble idéale, loin de la terre ferme, entourée d'eau et camouflée par la végétation. Mais la sécurité parfaite n'existe pas. Hormis l'homme, les dingos sont leur principale menace parmi les mammifères. Quand le niveau des eaux descend en dessous de 10 cm, ils s'aventurent dans les marais et chassent les jeunes oies. 5 jours après avoir entrepris la construction du nid, le premier œuf est pondu. D'autres suivront. L'automne australien a succédé à l'été. Les températures diurnes peuvent atteindre 40 degrés. Exposés trop longtemps à une telle canicule, les œufs ne survivraient pas. Les adultes abritent donc le nid du soleil. Haletants pour se ventiler, ils doivent supporter la chaleur torride. En revanche, des troupeaux de jeunes oies, encore loin des problèmes liés à l'accouplement, se déplacent tranquillement dans le marais, cherchant de la nourriture et se trempant pour se rafraîchir. Les mâles rejoindront les groupes reproducteurs vers l'âge de 4 ou 5 ans, les femelles vers 2 ou 3 ans. 5 jours plus tard, les 2 femelles de notre trio ont pondu tous leurs œufs dans le même nid. Chacune, soit 12 œufs au total. Aucun ne sera incubé avant la fin de la ponte. Après quoi, les adultes les maintiennent au chaud pendant la nuit et leur font de l'ombre dans la journée. De cette façon, tous les œufs écloront en même temps. En raison de la canicule, ils se relaient dans le nid. Chacun y reste 7 ou 8 heures d'affilée. La relève se fait en début d'après-midi. Le mâle vient remplacer l'une des femelles. Elle a si chaud qu'elle se précipite vers le point d'eau le plus proche pour se rafraîchir. Ses salutaires ablutions terminées, elle lisse et huile ses plumes. La toilette achevée, il est temps pour elle de se nourrir. En automne, le marais regorge de riz sauvage arrivé à maturation. Bien que les oies consomment des herbes et des lèches pendant la plus grande partie de l'année, le riz constitue leur principal soutien à cette période. Les Australiens l'appellent riz sauvage. Pourtant, il s'agit de la même espèce que le riz cultivé, fort différente de la variété nord-américaine de riz sauvage. La plupart des oiseaux aquatiques perdent leur rémise au cours de la mue qui a lieu pendant la période d'accouplement. Ce n'est pas le cas de l'oie semi-palmée. Les siennes se reforment au fur et à mesure, ce qui lui permet de conserver sa capacité de vol. Dans un tel environnement,
Nourrir et protéger sa nichée deviendrait impossible si elle ne pouvait voler. Un autre jour, une autre relève. Le mâle vient prendre son tour. À peine se trouve-t-il dans le nid que quelque chose attire son attention. Le claquement silencieux de son bec témoigne de son agitation. Un autre mâle, jeune et effronté, se pose à côté, trop près pour être toléré. Le plus âgé cacarde un avertissement retentissant à l'intrus. L'avertissement est ignoré. Il arrive parfois que de jeunes mâles, dans l'espoir de s'accoupler, tournent autour d'un nid. Ils aident même à le défendre si nécessaire. À ce stade critique du développement de la couvée, l'intrus n'est pas le bienvenu et il est reconduit sans cérémonie hors du territoire. Satisfaite de voir qu'aucune menace ne vient troubler leur vie familiale, la femelle de garde peut maintenant quitter le nid pour aller se rafraîchir. Le mâle surveille l'horizon. Les œufs n'écloront que dans 3 semaines. Il a encore du temps à attendre. Au sud et à l'est des marais côtiers détrempés du parc national de Kakadu, l'intérieur des terres est recouvert d'une forêt immense, constituée principalement d'eucalyptus. À la lisière orientale du parc, sur une longueur de 500 km, un escarpement de grès se dresse au-dessus de la forêt. C'est le bord d'un vaste plateau vieux de 2 milliards d'années, du nom de Arnhem Land. Ce fut autrefois un fond marin. Ces falaises accidentées sont incrustées de restes fossilisés de créatures marines. Kakadu est un territoire aborigène et à la base de l'escarpement, on trouve ça et là des galeries extraordinaires couvertes de peintures rupestres. C'est ici que les premiers hommes sont supposés être entrés sur le continent australien. Ils y ont laissé les traces visibles de leur passage. Et cette croyance se poursuit même de nos jours. La ressemblance frappante avec une oie semi-palmée révèle que cet oiseau fut et reste un élément fondamental dans leur vie. Dans le nord tropical, dominaient jadis des forêts luxuriantes. Elles se limitent maintenant à quelques emplacements humides et fertiles qui sont l'habitat de diverses bêtes sauvages, comme ce varan, ces cacatoès à œil nu, à la voix rauque, et ces wallabies, une petite espèce de marsupiaux. Leurs bébés passent les 9 premiers mois de leur vie dans la poche maternelle. Les jours se succèdent, les oies semi-palmées continuent de veiller sur leur nid. La chaleur est accablante, mais elles la supportent stoïquement. Soudain, un avertissement retentit dans les herbages. Le mâle se dresse et scrute le ciel. Un couple d'aigles pêcheurs d'Asie, ennemis mortels des oies, tourne au-dessus des marais en quête de nourriture. Ces rapaces sont des charognards, mais consomment également des poissons, des reptiles et d'autres oiseaux. Habitué à ces oiseaux de proie, le mâle cacarde son avertissement. D'autres oies du voisinage s'agitent et ajoutent leur voix au concert strident qui s'élève du marais. Mais pour les aigles, ce n'est qu'un simple bruit. Nullement intimidés, l'un d'eux survole le nid à basse altitude pour tenter d'en éloigner les adultes. La menace est trop grande pour les mâles. Ils s'envolent pour faire face à l'ennemi. Les oies font des passages répétés sous le rapace
le poussant à prendre de l'altitude et à s'éloigner des nids. Ils évitent le contact direct, car le prédateur aurait l'avantage. Compte tenu du fait qu'il est plus gros et doté de serres puissantes, les oies sont très courageuses de l'affronter, ce qu'elles ne font que lorsque leur nid ou leur progéniture est menacée. Les aigles s'éloignent, découragés par les efforts communs des oies. Le marais retrouve sa quiétude, du moins provisoirement. À l'approche du mois de mai, les herbages commencent à s'assécher et se parent d'un vert lumineux. Ces tabornes rajas ont eu des canards d'eau et 2 ou 3 familles se réunissent pour fouiller dans ce qui reste des terres submergées. Ce jeune jacana d'Australie donne l'impression de courir sur l'eau. 31 jours après la ponte du premier œuf, à 2 heures de l'après-midi, les 3 membres de cette famille se rassemblent dans le nid, un comportement rarement observé pendant la saison des amours. Les oies, bien que surveillant l'arrivée de prédateurs, sont particulièrement avitées. Un faible pétillement se fait entendre et les 2 premiers œufs éclosent. Les oisons pépient parfois quand ils se démènent pour sortir de leur étroite coquille, comme s'ils voulaient s'encourager mutuellement. Pour ces minuscules poussins, l'effort est épuisant. Ils doivent d'abord briser la coquille résistante, puis déchirer sa doublure intérieure, et tout cela alors qu'ils sont quasiment pliés en 2. Mais la nature pourvoit en force chaque survivant. 2 heures plus tard, ils sont presque libres. Une demi-heure après qu'ils soient sortis, leur duvet est déjà sec et pelucheux, et ils voient le monde pour la première fois de leur vie. Un autre œuf éclot 2 heures plus tard. Il en reste 9. Les parents restent vigilants à leur côté. Même s'il est difficile pour l'oreille humaine de les distinguer, chaque oiseau possède un son propre dont il entraîne sa progéniture immédiatement après l'éclosion. Les pépiments se poursuivent tout au long de la nuit. Le lendemain, au lever du jour, le nid est plein. 12 petites boules duveteuses d'un gris rougeâtre, pleines de vie. Tous les œufs ont éclos, sans dommage. Le nid soigneusement construit est maintenant trop petit pour toute la famille. Les oisons se donnent des coups de bec avec l'énergie que connaissent les très jeunes. Deux des adultes appellent la femelle de service qui quitte le nid, encourageant les petits à la suivre. Non loin de là, se trouve un endroit couvert de petites herbes et regorgeant d'insectes,
où les oisons prendront leur premier repas. Tout juste âgés d'un jour, ils se bousculent tous pour rester près de la femelle, sauf un. Probablement le plus jeune et à ce stade, le plus faible. Il comprend rapidement que son sort serait meilleur s'il restait auprès de la famille. Il se félicitera bientôt de la sagesse de sa décision. Les oies semi-palmées se nourrissent principalement de végétaux, herbes, riz sauvages, racines de nénuphars et autres plantes, mais aussi des graines et des bulbes d'un roseau, commercialisé sous le nom de châtaigne d'eau. La famille vient à peine d'atteindre le lieu convoité quand le mâle pousse un cri d'alarme. Un aigle pêcheur d'Asie est de retour. Sa période d'accouplement approche et il rôde en quête d'une proie facile. Tandis que les 12 poussins se réfugient sous les ailes des femelles, le mâle fait de son mieux pour distraire leur rapace. Il ouvre ses ailes, feint d'être blessé, et s'éloigne de sa famille en boitillant. Son but est de détourner l'attention du prédateur de sa progéniture. Car si cet oiseau de proie apercevait les poussins, il les attaquerait et il lui serait impossible de tous les sauver. Le mâle continue son jeu, puis s'arrête et scrute le ciel. La ruse a fonctionné, l'aigle s'en va. Maintenant que les oiseaux ont quitté le nid où ils ne retourneront jamais plus, ils accompagnent les adultes dans leur recherche d'abri et de nourriture. Ce comportement familial unique, un mâle et deux femelles, accroît la sécurité des petits. Peter Whitehead explique. Les trios offrent bien plus d'avantages que les couples. Cela renvoie à cette vieille histoire de mâles superpuissants capables non seulement de protéger le nid contre les prédateurs, mais aussi d'assurer sa dominance dans une grande communauté. Et il y a un autre avantage. Dans les couples monogames, les partenaires ne sont que deux. Un trio sera plus à même d'imposer sa dominance. De plus, les trios favorisent le choix des mâles les plus gros, les plus âgés et les plus forts. Ce système existe probablement depuis des millions d'années. Sur les 12 poussins de cette famille, moins de la moitié atteindront l'âge adulte. Telle est la loi de la nature. Au fil des ans, Whitehead s'est rendu compte que les mâles mettaient plus de temps pour se développer et atteindre l'âge mûr, ce qui les rend plus vulnérables aux prédateurs. Si cette petite boule pleine d'énergie passe le cap critique des 3 premiers mois, elle aura de bonnes chances de prendre sa place légitime dans cette vénérable communauté de survivants des marais.